parfait, moi aussi. Je voulais qu'on commence par faire un tonnerre d'applaudissements pour celles et ceux grâce à qui ce stand existe. Ils sont là en grande partie. Et ils font, selon ce que j'ai entendu dire sur le site, les meilleures crêpes de la fête de l'humain, n'est-ce pas? C'est un certain Daniel, apparemment. Bon, on compte sur vous pour aller leur rendre visite à la fin de ce discours et jusque dimanche soir. Écoutez, moi je suis ravie d'être là, c'est toujours un moment particulier, la fête de l'humanité, dans un climat militant qui est dur, il faut se le dire, qui est dur politiquement, mais parfois aussi dur humainement. Eh bien, célébrer l'humanité, quelle belle valeur ensemble, tous les ans, ça fait du bien, et il faut qu'on en profite, n'est-ce pas? Alors, il y a un an, Michel Barnier venait juste d'être nommé. On avait un peu la gueule de bois parce qu'on s'attendait, enfin on avait tout fait pour. On nous avait demandé un nom, on avait trouvé un nom, elle s'appelait Lucie Castet. On avait demandé qu'il fallait cocher plein de cases avec ce nom, cocher toutes les cases. Et puis on se rappelle l'obstruction qu'avait faite Emmanuel Macron, qui avait commencé par nous dire « Je peux vraiment pas la nommer parce qu'elle a décidé de faire un truc horrible, de mettre des ministres insoumis dans son gouvernement. Et ça, dans le bloc central, ça ne passera pas. » Jean-Luc Mélenchon avait donc répondu qu'à cela ne tienne, si c'est nous le problème, on n'ira pas au gouvernement. Et donc vous pouvez maintenant nommer Lucie Castet puisque ce point est élucidé. Et puis après, on a compris qu'en fait le problème c'était pas juste les insoumis, c'était aussi les communistes, c'était aussi les écologistes et c'était sûrement une bonne partie des socialistes. Bref, nous étions tous un problème et ils ne voulaient pas que nous gouvernions. Alors évidemment, il ne pouvait pas le dire comme ça, Emmanuel Macron, donc il a donné comme argument à l'époque que le sujet de la stabilité des institutions, donc il serait le garant, et qu'il avait fait vraiment, il avait réfléchi, vous vous rappelez, 2 mois, donc il avait vraiment bien réfléchi, et il s'était dit, la seule personne qui peut durer, celle qui durera le plus, elle s'appelle, tadam, Michel Barnier. Michel Barnier a été le Premier ministre qui a duré le moins longtemps à Matignon de l'histoire de la Ve République. C'est ça la réalité. Et donc, voyant que son raisonnement marchait vraiment très très bien, il a reproduit le même raisonnement pour nommer François Bayrou, dont on sait aujourd'hui que ça n'a toujours pas marché. Et donc il était quand même parti, avec Michel Barnier, il avait fait un peu semblant, c'était pas vraiment son parti, c'était les Républicains. Là, François Bayrou, c'était un autre parti, le Modem, mais c'était quand même un parti allié depuis 2017. Avec Monsieur Le Cornu, il fait même plus semblant, il nomme quelqu'un qui est vraiment de son parti depuis 2017. Et donc je me dis, si Monsieur Le Cornu tombe, c'est quand même assez vraisemblable. Comment il va faire pour nommer quelqu'un d'encore plus proche de lui que Sébastien Lecornu? Je ne vois qu'une seule personne. La prochaine première ministre sera donc, selon mon raisonnement, Brigitte Macron. Préparez-vous. Et là, vous verrez, ce sera fun. Donc, on est vraiment embarqué dans un truc où on nous fait croire que le problème serait le nom du Premier ministre ou qu'il aurait été maladroit sur certaines choses. Mais c'est pas ça le sujet. Il peut nous mettre... Moi, j'ai eu Monsieur Lecornu au téléphone, je vous dis, il est très adroit. C'est sûr que par rapport à François Bayrou, il est plus fin politique, voilà, il connaît son boulot, c'est un fin tacticien, ça change en termes de niveau, mais il est toujours de droite en fait. Donc il y a quand même un truc où on a l'impression qu'on a cette voiture qui foncerait dans le mur, et que plutôt que se dire bah, comment on change de trajectoire, on changerait de chauffeur, mais en gardant toujours la même trajectoire. Et donc bah, comme on garde la même trajectoire, ça ne peut toujours pas marcher, et il y a un moment où on ne sait même plus comment leur expliquer. Alors on est arrivé à un moment où leur seul argument, c'est de dire, de toute façon, la France est dans un tel état que ceux qui ne soutiennent pas ce qu'on est en train d'essayer de faire pour la sauver sont irresponsables. C'est ça aujourd'hui l'argument, c'est soit vous pensez comme nous, soit vous êtes irresponsables. Ce qui est intéressant, c'est les 2 éléments de ce raisonnement en fait. Le premier élément de dire, vu l'état dans lequel est le pays, vous savez c'est la fameuse voie d'eau dans la coque de François Bayrou, ce qu'il voulait toujours de dire, c'est que cet état, ça fait 8 ans que c'est eux qui le gèrent. Donc quand ils disent, vous vous rendez compte où on en est arrivé, la situation, mais c'est leur bilan cette situation. Quand M. Bayrou dit « Vous vous rendez compte que la France est ce paquebot où il y aurait une voie d'eau dans la coque », il oublie de dire que le capitaine de ce paquebot est Emmanuel Macron et que tout l'équipage est macroniste. Et donc ils ne peuvent pas nous en vouloir à nous et nous interpeller, nous, sur quelque chose qui est leur bilan, qui est leur responsabilité. Et être responsable en politique, ça commence par assumer ses propres responsabilités. Ensuite, donc ils disent, bah du coup, voilà, comme ça va pas du tout, la seule solution c'est de nous soutenir nous. Et donc je vous explique à l'instant à quel point ça n'a pas de sens. Et à un moment... Quand tu es en marche dans une impasse, si tu ne comprends pas que pour sortir de l'impasse, il faut faire demi-tour, en fait, on peut rien pour eux, quoi. Et donc, il y a ces procès en irresponsabilité où on nous explique qu'il y a la dette, et on nous fait très très peur avec la dette.
Mais la dette, et je le dis sur le stand écologiste, en le faisant exprès, la dette, c'est comme la chasse en fait. Il y a les bons, il y a les mauvais chasseurs. Et bien la dette c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a de la bonne dette. Mais eux c'est pas de la bonne dette qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, ils ont, donc je vous rappelle quand même leur bilan génial sur la dette, parce qu'on nous explique en politique qu'il y a des gens qui ont une présomption de crédibilité par principe, parce qu'ils auraient des beaux costumes, qui ne seraient pas verts mais bleu marine, et qu'ils auraient fait les bonnes écoles et qu'ils sont entourés des bons spécialistes. Et puis il y aurait les autres qui par principe sont irresponsables. Mais ces responsables avec un grand R, cette élite, ils nous ont quand même envoyés dans un mur où on est passé d'une dette quand ils sont arrivés qui était à 2000 milliards d'euros, et qui 8 ans après était à 3000 milliards d'euros. Ça c'est eux tout seuls. Et donc nous on pourrait dire, bah, s'ils ont fait de la dette pour de bonnes raisons, pourquoi pas? Mais là c'est génie, on fait 1000 milliards de dettes en 8 ans, c'est leur bilan. Alors ils disent c'est le Covid, etc. Le Covid, c'est pas la majorité de la dette qui a été produite, c'est pas vrai, premièrement. Mais surtout ils ont fait 1000 milliards de dettes en commettant le triple exploit de désinvestir dans les services publics, de ne pas préparer l'avenir en termes de transition écologique et d'accroître les inégalités comme rarement on l'avait vu dans ce pays. Les chiffres sont accablants. Au bout de 8 ans de mandat d'Emmanuel Macron, les plus riches de ce pays ont vu leur fortune multipliée par 2. Vous prenez le patrimoine des plus riches de ce pays, des 500 familles les plus riches de ce pays, leur patrimoine a été multiplié par 2 en 8 ans. Alors on pourrait se dire, si tout le monde est 2 fois plus riche, et qu'on s'en fout de la planète, pourquoi pas? Sauf que pendant que les riches étaient 2 fois plus riches, la pauvreté a explosé. Chaque jour dans ce pays, il y a plus de pauvres et chaque jour, ils sont un peu plus pauvres. Je vous donne un chiffre. Nous sommes aujourd'hui précisément à 9,8 millions de pauvres dans ce pays et c'est un chiffre inégalé ces 30 dernières années. Et ça, c'est arrivé en même temps, comme le dit Macron. Et c'est indéfendable. Et quand on parle de millions de pauvres, c'est pas des chiffres, c'est pas des statistiques, c'est pas des lignes sur un budget, c'est pas des sondages, c'est de la réalité concrète. Les chiffres de cet été sont les suivants. 49% des Français ont renoncé aux vacances pour des raisons financières. 39% des Français ont du mal à payer leurs factures de chauffage. 42% des Français qui gagnent le SMIC ou moins déclarent sauter au moins un repas par jour pour des raisons financières. C'est ça le macronisme. C'est ça la conséquence. Et c'est pas encore une fois des chiffres froids, des reportages au JT, des sondages. C'est la réalité. C'est le quotidien dans l'assiette des Français. Et ça, ils ne s'en préoccupent pas. On nous a promis des Mozart de la finance. Ils ont raté sur la finance. La note vient d'être dégradée ce matin. Et donc moi, je ne me lève pas tous les matins en regardant la note des agences de notation. Moi, je regarde dans un indicateur le bonheur, le développement, la pauvreté. Mais eux, c'est leur indicateur. C'est par celui-là qu'ils sont obsédés. Et la réalité, c'est que depuis la dissolution, ils ne cessent de se dégrader. Et donc ces Mozart de la finance ne sont pas des Mozart de la finance. Et par ailleurs, si vous êtes Mozart de quelque chose, il ferait mieux d'être des Mozart de l'empathie, qui est une valeur qui a disparu des politiques publiques. Et c'est ça dont on devrait s'occuper. De l'empathie, s'occuper les uns les autres, parler de dignité, de respect. Et ça, ces mots-là, les macronistes, ils les ont oubliés. Les macronistes, oui, ils pilotent avec juste les indicateurs financiers à vue. Et en plus, les indicateurs s'en portent très mal. Mais ils ne vous parlent jamais, par exemple, du fait qu'un ouvrier a en moyenne 6 ans d'espérance de vie en moins qu'un cadre. Quand on pilote les politiques de la nation en ne regardant que les indicateurs financiers, alors on se coupe du pays et c'est ça qui est en train de leur arriver. Et puis, évidemment, je vais vous parler d'écologie aussi. Je vais vous parler d'écologie parce que ce qui s'est passé depuis le début de l'année, que vous soyez écolo ou pas, bon, vous êtes sur un stand écolo, donc peut-être vous n'en avez pas rien à foutre, mais peut-être c'est pas votre principal sujet dans la vie, et ok, c'est ok, on vous remercie de venir nous écouter. Mais même Monsieur Lecornu, quand il m'a appelé, je sais plus quand c'était le 10 matin, j'allais à la manifestation du 10, même lui, quand il m'a appelé, il m'a dit, j'avoue, c'est aller loin. Si même les macronistes pensent qu'ils sont allés loin, imaginez. Depuis le début de l'année, le réseau Action Climat a enregistré 43 reculs majeurs en termes d'écologie. J'ai vu dans la presse des fois des trucs du type écologiste, enfin agriculteur 1, écologiste 0, où l'écologie a été battue. Mais quand l'écologie perd, c'est pas moi qui perds, c'est pas les écologistes qui perdent, c'est pas ce stand qui perd, c'est tout le monde. C'est votre santé, c'est la qualité de l'air que vous respirez, c'est la qualité de ce que vous mangez, c'est la qualité de l'eau que vous buvez. Tout le monde perd. Et on a essayé de réduire ça à un combat, par exemple entre les agriculteurs et les écolos, alors que les écolos n'ont jamais été les ennemis des agriculteurs. Depuis 40 ans, les écologistes se battent pour qu'on n'artificialise pas les terres agricoles, se battent pour des revenus justes pour les agriculteurs,
se battent contre le traité de libre-échange, et ce qui se passe en ce moment devrait vraiment nous interpeller, parce que la vérité, c'est qu'avec toutes leurs déclarations d'amour aux agriculteurs et leur recul écolo offert sur un plateau d'argent, ils sont en train de faire adopter le Mercosur sans ne rien faire. Et nous, si nous avions été nommés, ce Mercosur, on l'aurait bloqué. On l'aurait bloqué. Et donc oui, depuis des décennies, les écologistes sont des alliés des agriculteurs. Je vous citais quelques mesures, mais je pourrais aussi vous citer le fait de mettre des repas locaux dans les cantines, qui est une vraie avancée aussi, un vrai combat historique des écolos. Vous voyez, par exemple, sur la mairie de Strasbourg, ils ont mis en place les ordonnances vertes dans un autre registre, pas très loin. C'est-à-dire que quand vous êtes enceinte, vous avez un panier repas, enfin un panier bio en fait, offert toutes les semaines pendant votre grossesse. Et donc évidemment que ça protège votre santé, la santé de l'enfant à venir, et qu'on sait que les bonnes habitudes qu'on prend pendant la grossesse, on les garde en général tout au long de sa vie, donc c'est hyper prescripteur. Mais ça permet aussi d'injecter, juste pour cette mesure à Strasbourg, 650 000 € par an dans l'agriculture locale. Oui, les écologistes sont les alliés des agriculteurs, et ceux qui prétendent l'inverse n'ont rien compris. Et donc on en arrive à ces reculs écolos sous prétexte d'aider les agriculteurs qui demandent deux choses, pas de Mercosur et des meilleurs revenus. C'est sur quoi nous on agit, on se bat contre le Mercosur et on a fait adopter une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour des revenus planchers pour les agriculteurs. Et puis même d'un point de vue économique, puisqu'on a compris que c'est surtout l'économie qui les intéressait, pas l'environnement, même d'un point de vue économique, moi il m'est arrivé quelque chose de très surprenant. Je suis allée... en juillet, c'était le cercle des économistes à Aix-en-Provence. Et le cercle des économistes à Aix-en-Provence, c'est le plus grand rassemblement de chefs d'entreprise d'Europe. Et il m'a invité pour la prochaine fois. Donc je suis allée leur rendre visite, j'avais une conférence sur l'environnement. Et en arrivant, les chefs d'entreprise venaient me voir moi, en me disant « Madame Tournevis, est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de faire ?» Et je me suis dit « Attendez, si les chefs d'entreprise, les plus grandes entreprises de ce pays viennent me voir moi pour essayer de comprendre ce que les gens font au gouvernement, il se passe un truc bizarre. » Et ce matin-là, Bruno Retailleau avait fait une tribune pour demander en fait un moratoire sur les éoliennes. Or, les énergies renouvelables dans ce pays, c'est 100 000 emplois. Il vous parle d'économie qui devrait être supérieure à l'environnement, mais la réalité, vous savez, il y a un côté, c'était une phrase de De Gaulle qui disait « l'intendance suivra ». Mais en matière d'environnement, précisément, l'intendance ne suit pas, et ne suit plus, et ne suivra plus, quoi qu'on en veuille, quoi qu'on en pense. Et donc, il y a un chiffre qu'ils ont en tête, eux les chefs d'entreprise, c'est qu'à chaque degré de réchauffement climatique moyen au niveau mondial, on perd 12% de PIB au niveau mondial. Moi, je ne me réveille pas tous les matins en pensant au PIB, mais pour ceux dont c'est le principal indicateur dans la vie, même de ce point de vue-là, c'est irrationnel. Et donc, c'est intéressant, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les responsables et les irresponsables, qui est responsable et qui est irresponsable, parce qu'on voit bien ce qui se passe en ce moment. Et on voit bien quelque part que j'ai fait aussi le débat du MEDEF, par exemple, où j'ai bien entendu Jordan Bardella, Bruno Retailleau se faire applaudir très bruyamment, et je les ai interpellés, les chefs d'entreprise là-dessus. Ça leur a pas trop plu, mais bon, c'est la vie, c'est que ça a dû les toucher quelque part. Je les ai alertés sur ce livre de Johan Chapoutot que j'ai lu cet été et dont on entend beaucoup parler. Johan Chapoutot, c'est un historien qui est expert du nazisme et des fascismes, et qui raconte comment dans les années 30, comment les élites, certaines élites, pas toutes, mais quand même beaucoup, parce qu'ils étaient élites économiques, politiques, médiatiques, ont favorisé l'accession des nazis au pouvoir. Pas parce qu'ils étaient fans d'Hitler, pas parce qu'ils pensaient qu'il avait un grand destin, pas parce que son arrivée était voilà, inéluctable et qu'ils voulaient être du bon côté de l'affaire, mais parce qu'ils avaient moins peur de l'extrême droite que de la gauche. Vous savez, en France, à l'époque, c'était le fameux « plutôt Hitler que le Front populaire ». Et quand j'entends, je ne sais plus quel jour c'était, parce que ça va tellement vite en ce moment qu'on ne sait plus quel jour on est, mais cette semaine, je me suis retrouvée sur un plateau d'LCI avec un journaliste du Figaro à qui Darius Rochebin disait « Mais est-ce que vous êtes pour le Front républicain encore ?» Et il disait « Oui, oui, je suis pour le Front républicain contre l'extrême gauche. » C'est-à-dire le Rassemblement national, les républicains, les macronistes, le PS, et là, contre l'extrême gauche. Et face à cette phrase-là, moi je lui expliquais évidemment le truc de Chapoutot. Il disait « Ouais, vous me traitez de nazi ?» Je dis « Non, pas du tout. Réécoutez ce que je viens de vous dire. Je vous dis que vous êtes en train de m'expliquer très concrètement que l'extrême droite vous fait moins peur que la gauche. » Moi je dénonce le qualificatif d'extrême gauche parce que, y compris les historiens de la politique, disent que l'extrême gauche, la classification officielle, ce sont des personnes qui veulent arriver par le pouvoir sans faire d'élection. Et donc je pense que tous les partis dont on vient de citer se présentent par principe à des élections.
Et pour ceux qui diraient ces tondeliers, c'est leur copine, y compris le ministère de l'Intérieur. Et donc vous vous rappelez que c'était il n'y a pas longtemps Darmanin et aujourd'hui Retailleau qu'on ne peut pas qualifier d'alliés de notre camp politique. Quand vous êtes insoumis aux communistes et que vous allez à la préfecture déposer votre candidature à une élection, vous n'êtes pas classé dans extrême gauche mais dans gauche. Marine Le Pen, elle, est très clairement classée dans extrême droite. Elle a même fait un recours administratif pour dénoncer cette qualification d'extrême droite et la justice française lui a confirmé que oui, si quelqu'un avait un doute, elle était bien d'extrême droite. Donc on a un problème. Donc on a un problème parce que les élites de ce pays, pour une bonne partie, se sont perdues en chemin. Bruno Latour, un grand penseur de l'écologie politique qui nous manque parce qu'il a disparu il y a quelques années, il était précieux, avait lui décrit le concept d'élite obscurantiste. C'est-à-dire qu'il disait les élites, normalement, c'est des personnes qui, par leur capital social, culturel, leurs études, leur bagage intellectuel, sont prescripteurs, peuvent être écoutés plus que d'autres. Et il dit donc normalement ces élites sont censées utiliser tout ça pour montrer le bon chemin. Il dit aujourd'hui c'est en train de s'inverser. C'est-à-dire que les élites se servent des positions qu'ils ont, médiatiques, politiques, pour prêcher l'inverse du bon sens. L'inverse même de la science, parce qu'aujourd'hui certaines élites vous regardent droit dans les yeux pour vous expliquer que la science c'est pas grave, vous dire des choses, des contre-vérités scientifiques pour mentir sciemment et se servent de leur audience et quand ils en ont passé, ils achètent même les médias ou les réseaux sociaux pour contrôler vraiment les prises de parole publiques et c'est ça qui est en train de nous arriver. Alors maintenant qu'on a dressé ce panorama, la vraie question c'est on fait quoi? Et moi, vous le savez, je suis d'un naturel très optimiste et je continuerai avec détermination et avec mon plus beau sourire à me battre, mais je vous avoue que je suis inquiète. Je suis inquiète pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, mais je suis aussi inquiète parce que je vois autour de moi à gauche. Parce que je vous avoue que je trouve qu'on passe beaucoup de temps d'antenne à parler les uns des autres plutôt qu'à parler des autres. Moi, je ne regarde pas CNews, mais si je le faisais, je verrais des gens d'extrême droite qui ne sont sûrement pas d'accord entre eux sur tout, mais qui concentrent l'essentiel de leur temps d'antenne, de leurs moyens et de leurs propos à taper sur nous. Et quand je nous regarde nous, y compris dans des grands médias de gauche, je lis à longueur de semaine des gens de gauche qui critiquent d'autres gens de gauche. On se donne en spectacle, on joue au jeu des 7 différences, et oui, il y a des différences entre nous. Je ne suis ni insoumise, ni communiste, ni socialiste, même s'il y a beaucoup de choses qui me plaisent et que je respecte dans ces partis politiques. Mais moi, je suis écologiste, c'est comme ça. Je suis écologiste et manifestement, je ne suis pas la seule sur ce stand. Mais je respecte aussi les principes de base écologistes que l'écologie m'a enseigné. Le premier, c'est la biodiversité. Les écosystèmes ne sont riches que de leur diversité. Et donc, si à gauche, il y a des gens différents de moi, qui ne pensent pas entièrement comme moi et qui même des fois sont pas contents, c'est une bonne chose. C'est ce qui fait qu'on a une famille politique vivante. C'est ce qui fait qu'on se confronte, qu'on parle à des électorats différents. Et c'est ce qui fait qu'on peut gagner. Parce que nous sommes différentes, notre famille politique est large. Le deuxième principe que l'écologie nous enseigne, c'est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est pas être fainéant et dire « Oula, faut que je me repose le plus possible et que j'en fasse le moins possible ». L'efficacité énergétique, c'est dire, dans une journée donnée, ou si on compte par exemple tous les jours qui nous séparent de 2027, ou d'une élection qui aura lieu plus tôt mais on n'a pas encore la date, c'est à quoi je passe chacune de ces journées et chacune des heures de ces journées que j'ai disponibles pour militer. Est-ce que je la consacre à m'embrouiller avec Manuel Bompard, Olivier Faure et Fabien Roussel? Personnellement, j'ai pas le temps. Ou est-ce que je la consacre à mettre en place des stratégies pour gagner? Alors évidemment, quand tout le monde a décidé de s'embrouiller, vous êtes obligé de mettre du temps là-dessus et il peut être utile. Mais à un moment, il faut qu'on se pose collectivement la question de la rationalité énergétique de ce que nous faisons de notre camp. Et là, moi, j'avoue que je suis sceptique. Il est en train de se passer au niveau mondial une bascule fasciste. Il faut se le dire, il faut l'avoir bien en tête. C'est comme un jeu de dominos, vous savez, les dominos tomberaient les uns après les autres en s'entraînant les uns dans la chute des autres. Et le sujet, mes chers amis, puisque nous sommes en France, c'est que la France est l'un des prochains dominos qui pourrait tomber. Oui, l'un des prochains dominos qui pourrait tomber. Et que pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se regarde le nombril, on est dans un entre-soi de gauche, et la gauche parle de la gauche à la gauche, et débat entre la gauche. Ça ne m'intéresse pas, et ça ne devrait pas vous intéresser non plus. Et même, je le dis, on va devoir combattre cela. On va devoir combattre cela. Parce que c'est un problème d'efficacité énergétique, mais aussi parce que ça devient indécent. Moi, je vous le dis que j'habite dans une ville d'extrême droite,
qui a, voilà, je vois bien les observateurs dire qu'elle a peu de chances de basculer, on va faire l'union quand même, on va faire tout ce qu'on peut pour se battre. Mais quand je vais dans des villes qui sont de droite, mais qui pourraient basculer à gauche, à une condition que nous travaillons ensemble, et que je vois que ça tergiverse, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Et j'avoue que j'aimerais bien que ces personnes aillent discuter avec les habitants, par exemple les personnes qui sont précaires ou qui souffrent quotidiennement des politiques qui sont menées par la ville en question. Et j'aimerais qu'ils leur expliquent, tu vas continuer à vivre dans une ville de droite, parce que je pense que le désaccord que j'ai avec telle autre personne de gauche de cette ville est plus important que le fait de faire basculer la ville. Je n'ai aucun argument pour pouvoir expliquer ça et je pense que non plus. Et je pense que s'il y a une dissolution bientôt, ce qui n'est quand même pas tout à fait exclu, il faudra regarder les électeurs dans les yeux en disant on va vous priver du LFP ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Non, on va partir séparés, on va passer la campagne à se taper dessus, à se diviser, parce qu'on n'aura pas su se mettre d'accord et parce que ce jeu-là était plus important pour nous que l'espoir qu'on voulait réveiller chez les électeurs. Et les électeurs, si on fait ça, nous sanctionnera durement. Et vous savez quoi? Ils auront raison. Ils auront raison. Alors on a un débat à 12h45 sur la grande scène de l'Agora avec Mathilde Panot, avec Olivier Faure, avec François Ruffin, avec Stéphane Peu. J'espère qu'on ne va pas se donner au spectacle, n'est-ce pas? Ne ramenez pas les pop-corn, c'est pas le but. Mais on nous regarde en fait. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on a une responsabilité immense envers les gens qui sont venus voter pour nous il y a un an et qui doivent continuer à être fiers de nous. Parce que oui, l'été dernier, ils ont été fiers et que je vois passer des sondages, etc. Je me rappelle aussi qu'il y a un an, j'ai vu passer 27 sondages. Et que les 27 sondages sur 27 nous donnaient derrière le Rassemblement national. On a déplacé des montagnes. On a déplacé des montagnes parce que vous étiez là. Et vous étiez là parce que nous, on était là. Et donc, je sais bien qu'on n'est pas d'accord sur tout. On a lancé, par exemple, le Front Populaire 2027 avec tous ceux qui voulaient. Et avec tous ceux qui voulaient préparer cette échéance ensemble en se disant qu'on allait organiser une primaire et qu'on allait faire choisir la meilleure candidature par les personnes les plus aptes à décider, c'est-à-dire vous donnez la parole. Et j'entends des candidats qui sont des candidats très respectueux, qui ont de l'emphase, qui parlent bien, qui parlent de cause juste, qui portent des valeurs. Mais je ne comprends pas à quel moment vous êtes candidat à la présidentielle, vous pensez que vous avez les épaules pour être président de la République, vous pensez que vous avez les épaules pour gagner, mais vous ne voulez pas passer par l'étape où vous posez la question aux électeurs de votre propre camp. Ça non plus, je ne le comprends pas. De quoi ont-ils peur? Moi, je peux leur dire de quoi nous, on a peur. De 2, 3, 4 candidats au premier tour et d'un échec assuré pour notre camp. Parce que quand on sera au deuxième tour, à devoir choisir entre Retailleau et Le Pen, on fera quoi? Un front républicain, dans quel sens? Avec quelqu'un qui est chef des Républicains, mais le parti des Républicains qui est contre le Front républicain et donc qui usurpe son nom? On n'aura plus que nos yeux pour pleurer, et ça, ce sera de notre faute. Alors oui, c'est peut-être pas à la mode, c'est peut-être pas de saison, mais je vais continuer à me battre pour une candidature unique de la gauche et des écologistes, de tout le monde à la présidentielle, pour que l'on garde toutes les villes de gauche, que l'on garde toutes les villes écologistes, mais qu'on gagne aussi à la droite et au centre et à l'extrême droite des villes, qu'on les fasse basculer, parce que ce sera un tremplin pour 2027. Et je vais vous dire, c'est la seule chose que l'on a à faire. Ceux qui ne voient pas le problème avec ce que je dis là doivent changer d'activité, doivent changer de métier. Parce que la politique, c'est pas fait pour avoir les plus beaux programmes sur du papier glacé et les imprimer, les encadrer, être content de ce qu'on a écrit. La politique, c'est fait pour mettre en œuvre nos idées, pour aider les gens, pour changer leur quotidien. Pas pour leur dire, on vous promet le grand soir, bientôt, 2027, 2032, on sait pas encore. C'est pour changer tout ce qu'on peut maintenant. Et je vous dis ça, oui, si tu aimes bien, tu peux applaudir, tu as le droit. Mais je vous dis ça en vous disant pas non plus que je vais aller me précipiter chez Sébastien Lecornu tous les matins de la semaine prochaine en lui disant je vais négocier je sais pas quoi avec lui, je n'ai aucune illusion sur ce qu'il va faire. Je vais aller le voir parce que c'est un exercice républicain. Je vais aller le voir parce que déjà en 20 minutes au téléphone, j'ai bien vu qu'il n'était pas très à l'aise. Et donc j'ai envie de voir si pendant 1 heure dans son bureau avec en plus Guillaume Gontard et Cyril Châtelain, qu'est-ce qu'il raconte? Quand il dit non mais moi je vais faire une rupture, et je lui dis ah bon, une rupture? Avec Bruno Retailleau à l'intérieur, avec Gérald Darmanin à la justice, avec Rachida Dati à la culture, elle va être belle la rupture. Vraiment, ça va être intéressant. Parce que la réalité, c'est qu'ils nomment le Premier ministre sur la même ligne que ceux d'avant, mais ils vont aussi renommer tous les mêmes ministres comme avant. Et donc, c'est leur problème. Mais ne leur laissons aucun alibi. Dites donc, avant la rupture, bah montrez-nous la rupture, on est impatients. Laissez-les se débrouiller, laissez-les pédaler dans la souille et les laissons pas tout seuls avec Retailleau, parce que ce qu'ils veulent, c'est finir par dire ah bah maintenant comme je suis tout seul avec Bruno Retailleau, bah j'ai écrit le programme qu'avec lui.
Non, non, il faut qu'on soit pénible, il faut qu'on dise, ah bon, la rupture, bah elle est où? Allez-y, expliquez-nous. Et on va montrer cette supercherie aussi aux Français. Donc vous voyez, on a du boulot. Et moi, souvent, les journalistes politiques me disent, mais dans tout ce que vous prenez sur l'union, etc., pour qu'on n'a pas le choix, est-ce que vous vous sentez pas seul? Donc si, la réalité, c'est que j'ai quelques moments de solitude, mais c'est pas très grave, on apprend à faire avec. Mais pourquoi je me sens pas seule? Parce que vous êtes là aujourd'hui, et parce que je ne fais pas un pas dans la rue, surtout quand j'ai cette veste, sans qu'on m'arrête pour me dire, madame, ne lâchez pas. Vous, les écologistes, on compte sur vous. Et ils me le disent jamais en disant du mal d'un tel ou d'un tel. Ils disent juste, bon, ça a l'air compliqué, il y en a un qui est parti par là, l'autre est parti par là, comment on fait? Je dis, bah, on essaye. Et ils disent, il n'y a pas grand monde qui peut le faire, et donc vous, Lucie Castet, tenez. Et c'est ça qu'on va faire. Avec vous, si vous le voulez. Je vous ai donné rendez-vous à 12h45 sur la grande salle. Je vais donner un autre rendez-vous, mais je sais que ce rendez-vous, vous avez déjà prévu d'y être. C'est le 18 dans la rue. Vous aviez noté? Attention, dans la voiture, quelqu'un m'a dit, il m'a parlé de la manif du 16. J'ai dit, ne te trompe pas, parce que tu vas être tout seul, tu vas croire qu'il y a que toi qui es venu à la manif, alors que juste c'était 2 jours en avance. Donc, notez bien le 18. Et cette manif du 18, enfin moi j'ai fait la manif du 10, je ne sais pas vous si vous l'avez faite. Je l'ai faite à Calais le matin et à Dunkerque l'après-midi. J'ai trouvé ça magnifique. Parce que, vous vous rappelez, ici vous êtes sûrement des gens qui font beaucoup de manifs, et des fois il y a des manifs où on dit, bon, dans les petites villes, moi j'ai l'habitude de manifester, on se dit, bon, on connaissait tout le monde. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont toujours là en manif depuis 20 ans. Et là, à Dunkerque et à Calais, on m'a dit, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Ok? Très bon signe. Très bon signe de quoi? Du fait que 2/3 des Français déjà avaient fait savoir qu'ils soutenaient ces mouvements. Du fait que les gens sont dans une forme de sursaut. Ils ont décidé de se battre pour leur dignité. Et moi, il n'y a jamais rien qui m'a plus terrorisée, outre tous les trucs horribles que je viens de vous expliquer, que la résignation. Un jour, dans une librairie, j'ai feuilleté des livres politiques et j'en ai ouvert un qui commençait par cette phrase qui m'a traumatisée. Je vous la livre. Ça commençait par « Nous sommes de plus en plus nombreux à être fatigués d'être fatigués ». Et je me rappelle, j'ai lu cette phrase, j'ai dit « Ah non, on peut pas commencer un livre comme ça ». J'ai refermé, je me suis plus ou moins enfuie en mode je ne veux pas rester à côté de ce livre ». Parce que ce qui fait plus peur, finalement, c'est ce moment où tout le monde aurait baissé les bras. Il y aurait une grande résignation générale et après, on ferait quoi? Et ce qui s'est passé le 10, ça montre que, alors tout le monde n'est pas sur les barricades, à tracter, à manifester, on n'en est pas là. Mais il y a quand même ce sursaut pour la dignité. Et les personnes, moi ça m'a beaucoup touché ce que j'ai entendu dans ces manifestations. Et le 18, on va recommencer. On a vu aussi, nous ne sommes pas naïfs, ce que les médias essaient de raconter de ces manifestations. Moi j'ai fait un duplex pour BFM, donc j'étais à Calais. C'était la fin de la manif, c'est très bien passé à part quelques gouttes de pluie. Bon bah c'est pas de Calais, on est étanche, tout va bien. Et donc ça chauffait les merguez, ça faisait la queue pour les sandwichs, enfin hyper bonne ambiance. Et donc je me dis, bah tiens, rien que le fait de faire le duplex sur BFM, ils vont voir que tout se passe bien, ça va montrer que c'est cool quoi. Et donc je fais mon duplex, bon je vous passe les questions auxquelles on est habitué, mes réponses un peu énervées, bref. Et quand je rentre chez moi, je vois la vidéo sur mes réseaux sociaux, je vois qu'en fait le plan de BFM, donc il y a la télé comme ça, moi j'étais dans un petit coin comme ça, donc on voyait pas ce qu'il y avait derrière moi. Au-dessus il y avait l'attente de Matignon, genre ils ont attendu 3 heures en direct que le cornu mette un pied dans Matignon, priorité au direct. Et toute la moitié de l'écran, c'était genre des centaines de policiers qui attendaient très fébriles à Gare du Nord. Et donc, quand quelqu'un qui regarde l'image a l'impression, genre que je me prépare à me battre à main nue contre des bataillers entiers de CRS. Enfin, on voit aussi le traitement qui est fait de l'information. On a vu aussi cette façade brûlée de restaurant, avec beaucoup de commentaires qui sous-entendaient que c'est des manifestants qui auraient mis le feu eux-mêmes. On a compris le soir par la procureure de Paris qu'en fait c'était les forces de l'ordre qui, évidemment de manière non intentionnelle j'espère, avaient mis le feu. Et donc on voit bien aussi le traitement qui est fait de ces informations, et nous ici nous ne sommes pas dupes, mais nous savons à quel point nous allons devoir le répéter, le répéter, l'expliquer, et je sais aussi qu'il y a le côté parfois très cynique, mais il y a aussi des fois des trucs d'audience. Moi on m'a expliqué, ça s'appelle le riot porn, c'est comme du porno mais du porno d'émeute, où en fait les gens qui zappent, quand ils tombent sur une poubelle qui brûle, ou sur des policiers comme ça qui se préparent, on sait pas bien quoi mais ils se préparent, en fait les gens ils scotchent, ils restent, et ça fait de l'audience. Et donc ça fait des recettes publicitaires. C'est tout ce système médiatique quand même qu'il faut comprendre et dénoncer parce qu'on marche sur la tête et il ne pourra rien en sortir de bon. Alors tout ça étant dit, je crois que vous avez des huîtres, des truffades, je ne sais pas quoi à manger, des merguez, ce que vous voulez, vegan évidemment, sur la fête de l'UMA, donc je ne vais pas être beaucoup plus longue. Et je voulais juste donc vous dire que je suis ravie de vous avoir dit un petit mot, qu'on va passer une journée ensemble au sens large puisque cette fête est très grande et qu'il y a beaucoup de monde et que c'est une excellente nouvelle. Que donc on vous donne rendez-vous à 12h45 sur la scène de la fête de l'UMA, qu'on vous donne rendez-vous ce soir ici
pour le karaoké le plus enflammé de la fête de l'humain. Et celles et ceux qui sont habitués de notre stand voient de quoi je parle, donc je vous donne rendez-vous personnellement, vous verrez. Et puis le 18 dans la rue, et tous les jours qui suivront, et tous les jours qu'il faudra. Oh les cœurs, on continue!